Chers collègues, bonjour. Je regrette ce démarrage avec 2 minutes de retard, étant donné que je travaille de d'habitude de mon bureau et là je travaille de chez moi. Il a fallu un petit temps d'adaptation. Nous avons toute une série de points à aborder et donc afin de pouvoir le faire aussi efficacement et rapidement que possible, je vais vous demander, comme je l'ai fait hier soir, d'être aussi concis que possible dans vos remarques et interventions. Je ne veux pas interrompre les interventions, je ne veux pas faire de rappel à l'ordre, mais bien sûr, si certains prennent trop longtemps, il est difficile de donner la parole à tout le monde. Voilà le premier point à l'ordre du jour, donc mes remarques liminaires. La question suivante à aborder. Ah oui, d'ailleurs, toutes mes excuses. Un dernier point. Il y aura un vote d'essai, simplement pour voir si nous pouvons bien effectuer le vote, puisqu'ultérieurement, il y aura toute une série de votes, éventuellement. Il pourrait y avoir des votes. Et donc, ce qu'il faut faire à ce stade est de regarder à droite de l'écran. À droite, vous verrez un petit cercle avec polls, sondage. Et je vais demander à l'Assemblée parlementaire, enfin au personnel de l'Assemblée parlementaire, de lancer un sondage d'essai. Vous aurez ensuite 1 minute pour voter. L'objectif de ce vote est de vérifier que le système fonctionne comme il faut. Je vais donc désormais demander au personnel de l'Assemblée parlementaire, donc du secrétariat, de lancer le vote. Et vous aurez ensuite 60 secondes pour voter à partir de maintenant. Monsieur le Président, en fait, le sondage n'est pas encore actif. Je vais demander à mes collègues d'activer le vote. Dès que le vote sera visible, les délégués pourront essayer de voter et s'ils utilisent la bonne adresse mail, et s'ils se sont branchés avec la bonne adresse mail, ils pourront voter. Très bien. Je vais attendre, Andrius, que vous me disiez que le vote est actif. En attendant, oui, toutes nos excuses pour ce délai, mais je pense que c'est important. Accessoirement, nous avons un autre problème connexe à l'ordre du jour, à savoir que le député Connolly et tous les députés savent ce qui se passe quand ils sont dans ce genre de situation. Il y a donc un vote important prévu à la Chambre des députés et donc il faudra peut-être qu'il prenne son tour à un autre moment que celui prévu. Nous avons prévu son point à un moment donné, mais il faudra peut-être modifier un petit peu l'ordre du jour pour que M. Connolly puisse nous rejoindre. Est-ce que le sondage est prêt? Ah oui, Monsieur le Président, excusez-moi, j'aurais dû vous le signaler. Vous pouvez désormais voter en cliquant sur Polls, sondage à droite, et vous avez désormais 60 secondes pour voter. And as soon as the vote is over, I would like to... Dès que le vote sera conclu, oui, il reste encore 15 secondes, donc oui, dès que ce vote d'essai sera terminé, j'aimerais demander à nos équipes techniques de lancer la diffusion en direct sur le site de l'APOTAN. Voilà, top, terminé, fermez la possibilité de voter. Très bien, et nous devrions pouvoir publier les résultats incessamment. Sur ce, 17 votes ont eu lieu, 13 pour cette question fictive, un vote contre et 3 abstentions. Donc 17 de nos membres ont pu voter.
J'espère que tous les délégués ayant voulu voter ont pu voter. Et si ce n'est pas le cas, merci de vérifier auprès de votre secrétaire de délégation si vous avez utilisé la bonne adresse mail pour vous connecter à cette réunion. Voilà, je vous rends la parole, Monsieur le Président. Très bien. Est-ce que l'on peut désormais lancer la diffusion en direct? Est-ce fait? Oui? Très bien. Merci. Très bien. J'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième partie de la réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Le premier point qui nous attend cet après-midi est le point 12. Il s'agit d'un vote sur le projet de rapport spécial révisé dont je suis l'auteur et qui est lié à la question du virus et de la sécurité transatlantique. Donc je mets là ma deuxième casquette et j'aimerais inviter la commission à adopter le rapport qui a été présenté à l'ensemble des commissions lors de la réunion extraordinaire qui a eu lieu mercredi. Et vous vous souviendrez que tous les délégués ont pu parler des différents enjeux et incidences de la pandémie, notamment et en particulier celles liées à la sécurité euro-atlantique. J'ai par ailleurs également reçu des propositions d'amendements très utiles de délégués turcs et ukrainiens, principalement pour mettre à jour certaines statistiques. Et donc, je suis tout à fait prête à les prendre en compte. Je ne sais pas ce que d'autres en ont pensé, mais j'estime personnellement que la réunion était très utile et j'aimerais maintenant passer au vote. Mais si qui que ce soit a quoi que ce soit à soulever en plus, merci donc de le signaler. Et nous allons pouvoir écouter ces commentaires et je vais essayer de réagir à tout commentaire, toute remarque, toute question au bon moment. Quelqu'un voudrait-il prendre la parole? Non, Monsieur le Président, on ne dirait pas. Très bien. Dans ce cas, est-ce qu'on peut passer à l'adoption du projet de rapport avec les amendements que j'ai évoqués précédemment? Est-ce qu'on peut lancer le vote? Et donc, je demanderai au secrétariat de lancer le sondage avec comme titre adoption du rapport spécial révisé. Vous aurez 60 secondes, vous pourrez voter pour, contre ou vous abstenir. 15 seconds to go. Il reste 15 secondes. Et c'est terminé. Monsieur le Président, félicitations. Il y a eu 18 votes pour, aucune abstention, aucun vote contre. Eh bien, écoutez, c'est excellent. Merci aux membres de la commission. Vous aurez vu à l'ordre du jour que normalement, le point suivant aurait dû être le point sur l'examen du rapport très important concernant une stratégie transatlantique vis-à-vis de la Chine. Mais comme je l'ai déjà expliqué, Jerry Connolly, qui est le rapporteur général de notre commission, le directeur demande mon attention. Est-ce que M. Connolly est disponible? Alors nous voyons que M. Connolly vient de se brancher
Et donc, il faut vérifier s'il est prêt. Je ne sais pas s'il nous entend. On peut peut-être attendre 1 ou 2 instants. Oui, alors, Monsieur Connolly, si vous êtes bien là, merci de demander la parole. Il est également possible que Monsieur Connolly ait été inscrit par son équipe, mais n'est pas en fait encore présent. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez avancer, peut-être serait-ce la bonne stratégie. Oui, très bien. Écoutez, alors, puisqu'il n'est pas là, on ne peut aborder ni le point 13, donc l'examen du projet de rapport général révisé, ni l'examen des amendements et des amendements sur le projet de résolution lié à une stratégie transatlantique. Donc, nous allons passer directement au point 16. Il s'agit de la présentation des activités futures de la commission politique de la sous-commission sur les tendances technologiques et la sécurité, la sous-commission sur les relations transatlantiques. Et si vous m'en donnez la possibilité, je vais simplement essayer de faire un petit calcul et de passer sur mon propre exemplaire de l'ordre du jour au bon point. Il s'agit donc du point 16 à l'ordre du jour, intitulé « Activités futures de la commission politique de la sous-commission sur les tendances technologiques et la sécurité, la sous-commission sur les relations transatlantiques ». En ce qui concerne le rapport, l'idée est de nous concentrer sur les défis sur le flanc oriental et le flanc sud, ce qui décrit notamment le lien transatlantique. Et par ailleurs, les membres de la commission ont aussi parlé de la possibilité dans le rapport d'aborder les défis présentés par la Russie en 2021, étant donné la COVID-19. La Russie n'a pas toujours été, comme on le sait, neutre. Par exemple, l'empoisonnement de M. Navalny a, comme vous l'aurez compris, obligé, enfin donc, qui est le chef de l'opposition en Russie, et les amendements à la Constitution ont permis à M. Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et par ailleurs, il y a également des élections prévues à la Douma en 2021. Cette proposition a été faite et, d'après ce que j'ai compris, le nouveau rapporteur général, qui que ce soit, à terme, appuiera cette proposition que le rapport se concentre sur la Russie dans le rapport général. La sous-commission sur les relations transatlantiques envisage d'étudier, d'examiner notamment l'entretien unique entre l'Amérique du Nord et l'Europe et comment le renforcer. Et nous espérons que ce lien sera moins perturbé et moins chaotique sous président Biden qu'il ne l'a été sous le président Trump, mais il restera bien entendu la question du partage du fardeau. C'est une question particulièrement pertinente quand on prend en compte le fait que la proposition de l'OTAN remontant au sommet du pays de Galles de l'OTAN a été d'avoir 2% du PIB. Mais bien entendu, le PIB de nombre de pays aura été fortement réduit dû au virus et donc les questions devront être débattues par rapport à la mesure dans laquelle la proposition initiale peut être maintenue en termes réels. Et ce sont des questions, je pense, qui doivent rester considérées et donc devraient encore être considérées par la commission, ou plutôt la sous-commission sur les relations transatlantiques, étant donné ses compétences particulières. Donc, il faudra réfléchir à la manière dont le gouvernement Biden pourra réagir à ces différentes difficultés. Et enfin, la sous-commission sur les partenariats de l'OTAN vise à évoquer le partenariat dans la Méditerranée. Vous savez que c'est une région
pour être très neutre, qui est une région très sensible. Il y a beaucoup de pression qui s'exerce dans cette région. Tout cela est très important, bien entendu, et car cela se déroule sur le flanc sud de l'Europe et de l'OTAN. Et nous allons donc devoir mener ces travaux qui vont être très intéressants et qui sont essentiels pour conserver l'intégrité de l'Alliance. Et enfin, en ce qui concerne nos déplacements, nos visites, tout ce que nous pourrions dire maintenant à ce stade est totalement hypothétique, car nous ne pouvons pas savoir dans quelle situation vont se trouver les pays de l'Alliance vis-à-vis de la pandémie. Alors, ce que nous savons ici au Royaume-Uni et sans doute aussi ailleurs, dans d'autres pays, c'est que l'arrivée des vaccins semble s'accélérer et la possibilité de distribuer ces vaccins parmi les populations auront sans doute un impact majeur sur le fait que nous allons pouvoir ou pas mener nos visites qui sont absolument cruciales pour les activités de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, savoir si ces visites pourront être maintenues. Et pour revenir sur les thèmes que j'ai déjà évoqués, nous envisageons donc d'aller aux Pays-Bas, une visite qui a été reportée en 2020 au Canada, car nous parlons de la question relevant de la relation entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et je dois dire que, à titre personnel, qu'une visite au Canada pourrait, en, en aménageant notre planning, nous pourrions également inclure un détour vers Washington, surtout que à ce moment-là, nous pensons que, a priori, l'équipe Biden sera en place, aura été constituée, et cela serait très utile de pouvoir recueillir des informations de première main sur les options que pourrait soutenir le président Biden. Donc, nous pourrions à la fois aller au Canada et ensuite à Washington, aux États-Unis, dans la foulée. La Pologne, oui, bien entendu, car nous voulons observer de près l'impact sur place du déploiement de la force avancée rehaussée, le OFP, qui fait partie des déploiements conventionnels de l'OSPAN, et autre déplacement, une destination qui n'a pas encore été choisie dans la Méditerranée, qui nous permettrait de pouvoir faire le point sur les événements qui se déroulent dans cette région, événements dont nous avons parlé. Alors, dès que nous pourrons y voir un peu plus clair, nous vous donnerons davantage de détails sur les programmes et sur la faisabilité de ces visites. Et je pense que nous allons mener certaines visites conjointement avec d'autres commissions de l'Assemblée. Alors, cela aura aussi des avantages d'un point de vue économique, évidemment, dans la mesure où cela permettra de limiter éventuellement certaines dépenses. Donc, voilà les projets pour l'année prochaine. Alors, a priori, Monsieur Cornelet n'est pas avec nous, donc avez-vous des commentaires, des remarques que vous souhaitez ajouter, ou est-ce que vous pensez que nous avons mis l'accent là où il le fallait, ou est-ce que vous souhaitez faire des commentaires à ce stade? Si vous souhaitez intervenir, merci de le faire savoir à la directeur Andreas. Oui, mesdames et messieurs, si vous souhaitez intervenir sur le programme proposé pour 2021, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton demande de prise de parole, le Request to Speak. Et entre-temps, Monsieur le Président, je viens de recevoir un message du Monsieur Cronelet pour dire que Monsieur Cronelet devrait être avec nous d'un instant à l'autre. Donc, nous pourrons peut-être procéder, faire une petite pause pour l'instant, en attendant que Monsieur Connolly nous rejoigne, car le prochain point à l'ordre du jour
porte sur les élections, notre bureau, et cela risque de prendre un moment et donc nécessitera un certain nombre de votes. Donc, je vous propose juste de faire une petite pause pour attendre l'arrivée de notre éminent collègue, membre du Congrès, Connolly, et c'est le directeur qui sera responsable de ces retards. Monsieur le Président, dit le directeur, alors je viens de recevoir un nouveau message de l'équipe de Monsieur Connolly, que nous devrions au contraire plutôt procéder aux élections, car M. Connolly risque d'avoir du retard. Donc, désolé pour tous ces changements, mais bon, je pense que vous comprendrez que il s'agit de questions sur lesquelles nous n'avons pas vraiment de contrôle, et au-delà de contrôle du membre du Congrès Connolly. Et nous savons qu'il est évidemment important de pouvoir participer au vote lorsque cela est nécessaire. Alors, passons donc au point 15, élection aux membres des bureaux des commissions et des sous-commissions. Donc, nous allons avoir un certain... Voilà, je devrais vous communiquer un certain nombre de détails. Alors, est-ce que nous pouvons commencer par la position du rapporteur général, Congressman, Monsieur Connolly? Les États-Unis n'assumera plus cette responsabilité et nous avons un candidat pour cette position, le, des États-Unis, Brandon Ball, membre du Congrès. Je n'ai pas reçu des demandes d'autres candidats, et dans d'autres circonstances, quand cela se déroule, à ce moment-là, nous élisons le membre du Congrès, Brandon Ball, par acclamation. Y a-t-il des demandes de prise de parole, ou qu'est-ce que quelqu'un souhaite faire des commentaires à ce stade? Sinon, nous allons pouvoir élire par acclamation le membre du Congrès, Brandon Boyle. Donc, vu qu'il n'y avait pas d'opposition à cela, je vais donc déclarer que le membre du Congrès, Brandon Boyle, est désormais le rapporteur général du comité politique, et je lui présente mes félicitations. Je ne sais pas s'il est avec nous ou pas, il doit sans doute participer à la même séance que le membre du Congrès, Connolly. Donc peut-être que... Non, il est avec nous, Monsieur le Président, et il demande la parole. Ah, très bien, bravo. Nous sommes ravis d'avoir un membre éminent du Congrès avec nous. Donc, membre du Congrès Ball, vous avez la parole. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, absolument. Oui, alors, désolé pour mon collègue, Monsieur Connolly, car comme vous le savez, nous n'avons pas d'emprise sur l'ordre du jour des votes au Congrès. Donc, a priori, nous procédons au dernier vote maintenant, et il devrait voter très tôt, au début, car son nom figure en haut de l'alphabet. Je suis ravi d'être le nouveau rapporteur. Merci de votre confiance. Et je pense que ce travail très important est d'autant plus important à partir du mois de janvier. Merci beaucoup. Et vous avez l'avantage que le B pour Boyle arrive avant C, que Connolly, et nous nous réjouissons de travailler avec vous. Alors, passons maintenant à l'étape suivante. Il y a une position de vice-président qui se libère au sein de la commission, alors que Plamen Benushev de la Bulgarie ne peut pas se représenter. Nous avons un candidat qui s'est présenté, Cheryl Gallant du Canada. Je n'ai pas reçu de demande émanant d'autres candidats. Donc, puis-je vous proposer de procéder de la même façon que nous l'avons fait jusqu'à présent et élire Cheryl Gallant par acclamation, sauf si quelqu'un souhaite intervenir à ce stade. Puisque ce n'est pas le cas, je déclare donc que Cheryl Gallant du Canada a maintenant été élu en tant que
vice-président de la commission par acclamation. Monsieur le Président, alors je ne la vois pas sur la liste des personnes ayant demandé la parole à ce stade. En tout cas, nous pouvons lui transmettre félicitations par d'autres moyens. Alors, très bien. Passons donc maintenant au sous-comité pour les partenariats de l'OTAN. Il y a une place disponible pour le poste de président, car Karl Lamers d'Allemagne s'est présenté. Et là encore, comme il n'y a pas d'autres candidats, puis-je vous proposer de l'élire lui aussi au poste de président de cette commission par acclamation. Vu qu'il n'y a pas d'opposition, je déclare que Karl Lamers a été élu en tant que président du sous-comité sur les partenariats, concernant les partenariats de l'OTAN par acclamation, et je le félicite. Et Karl, souhaitez-vous dire quelques mots? Merci beaucoup pour votre confiance et je m'engage à faire de mon mieux pour faire le meilleur travail possible. Merci beaucoup, je suis ravi. Alors, nous nous réjouissons de travailler avec vous. Nous savons que vous allez faire de votre mieux, nous n'en doutons pas. Alors, nous en venons maintenant. Il y a un poste vacant concernant le sous-comité, la sous-commission, pardon. Alors, désolé, je m'y perds un petit peu. Le sous-commission de la commission qui vient d'élire Karl Lamers à la présidence. Alors, un poste disponible pour la vice-présidence et M. Marcus Perestralia et M. Theo Franken de Belgique se sont présentés. D'après notre règlement, s'il y a une élection pour un vice-président dans une sous-commission, à ce moment-là, toutes les positions de vice-président doivent être remises au vote. Et cela signifie que M. Formentini d'Italie et M. Berat Kankar de Turquie, qui sont tous les deux éligibles pour être élus, et les deux candidats, M. Franken ainsi que M. Perestrella, doivent tous être réélus. Alors, permettez-moi d'expliquer autant que clairement que possible. Il y a 3 postes vacants et quand vous allez voter, vous pouvez voter pour 3 des 4 candidats. 3 postes vacants, 4 candidats, mais vous pouvez voter uniquement pour 3 des candidats. This is the position of vice chair. Donc, il s'agit de la vice-présidence de la commission pour laquelle Karl Lamers vient d'obtenir la présidence. Et pour ce qui est de vote concernant les membres dans les commissions, c'est un vote secret. Là, en l'occurrence, nous avons 4 candidats pour 3 postes. C'est pourquoi je vais permettre à ces candidats, s'ils le souhaitent, d'intervenir pour pouvoir défendre leur candidature. Et je vous demanderai d'être bref dans vos interventions, de ne pas dépasser 1 minute. Alors, dans un ordre tout à fait aléatoire, je vais commencer par proposer à Monsieur Concar de prendre la parole pour dire quelques mots s'il le souhaite. Oui, merci beaucoup, Lord Campbell. Cela fait presque 10 ans que je travaille au sein de cette assemblée. Je suis également le rapporteur. Le son est très mauvais. Les interprètes n'entendent pas. Les intervenants non plus. Donc, Monsieur Concar reprend. Nous vous entendons mieux maintenant. Cela
fait donc pratiquement 10 ans que je suis activement impliquée dans les travaux de l'Assemblée, notamment pour le groupe spécial Méditerranée-Moyen-Orient. Et je serais heureux de pouvoir continuer à être un membre actif de cette Assemblée en étant vice-président de cette sous-commission pour les partenariats. Bien, merci de la concision de votre intervention. Alors, je le répète, toujours dans le désordre, je vais donner la parole à Monsieur Franken. Oui, merci. Très bien, nous ne vous voyons pas, mais nous vous entendons. Pouvez-vous brancher votre caméra? Oui. Très bien. Merci beaucoup, Lord Campbell. Chers collègues, je suis Theo Franken, je suis le chef de la délégation belge. Je ne fais pas partie d'un groupe politique. Je travaille depuis 10 ans à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. J'ai été secrétaire d'État pour la migration en Belgique, responsabilité assez lourde. Et maintenant, je suis parlementaire, commission de la défense. Je suis un partisan de l'Alliance transatlantique depuis l'âge de 16 ans et je serais vraiment ravie de travailler aux côtés de Monsieur Lamers et des autres collègues. Merci beaucoup. Monsieur Formentini, vous avez la parole. Et je le répète, je donne la parole au candidat dans le désordre, dit Lord Campbell. Monsieur Formentini, nous ne vous entendons pas pour l'instant, mais nous vous voyons. Est-ce que votre micro est allumé? Nous vous voyons, mais nous ne vous entendons pas. Est-ce que vous nous entendez? Monsieur Formentini, est-ce que vous pouvez actualiser votre écran et en attendant, nous allons entendre quelqu'un d'autre? Oui, oui, nous vous donnerons la parole. Monsieur Perestrella. Monsieur Perestrella. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous voyons, nous vous entendons. Très bien. Merci de me donner la parole. Je suis ravie de postuler pour la vice-présidente de la sous-commission sur les partenariats de l'OTAN. J'ai été secrétaire d'État pour la défense et je préside maintenant la commission de la défense au Parlement de mon pays. Je considère que les relations de partenariat de l'Alliance sont particulièrement importantes et qu'il faut particulièrement s'intéresser à l'Afrique, qui est le continent où d'où vont provenir les défis à venir. Quand j'étais secrétaire d'État de la Défense du Portugal, j'ai été chargée du développement des capacités militaires de plusieurs pays africains et j'estime que le modèle qui peut être préconisé par l'Assemblée parlementaire et par l'OTAN peut jouer un rôle important pour aider à la stabilisation des pays africains en autonomisant leurs forces armées pour avoir un impact aussi sur le développement national, les mouvements migratoires illégaux et les actes de terrorisme. Je souhaite mettre mon expérience au service de l'Assemblée dans l'intérêt de la démocratie et des partenariats. Je suis un nouveau venu au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Nous n'avons pas eu jusqu'à présent beaucoup d'occasions de nous rencontrer à cause de la crise sanitaire, mais je serais ravie de pouvoir me mettre au service de cette Assemblée. Merci beaucoup, Lord Campbell. Merci. Monsieur Formentini, nous allons vous redonner la parole en espérant que nous allons pouvoir vous entendre.
Merci beaucoup. Je suis vice-président de la Commission des Affaires étrangères de notre Parlement et je suis le chef de délégation adjoint de notre délégation auprès de l'Assemblée parlementaire. La montée de la Chine, les contacts avec l'Union africaine, tout ça sont des thèmes qui nous intéressent beaucoup. Nous avons à fixer nos priorités. Il ne faut pas que la Chine puisse avoir les mains libres en Afrique et nous devons regarder aussi la région de l'Indo-Pacifique qui est essentielle pour notre avenir. Merci beaucoup. Nous allons donc passer au vote. Il y a 4 candidats, mais 3 postes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un vote secret. Et sachant qu'il y a 4 candidats pour 3 postes, nous allons vous donner 2 minutes pour voter et non pas 1 minute comme précédemment. Alors, je vais demander au secrétariat de l'Assemblée de bien vouloir lancer la procédure pour ce vote de poste de vice-président de la PCNP. 2 minutes à partir de maintenant. Il reste 1 minute. Juste avant que le vote ne se termine, je voudrais vous rappeler que vous pouvez voter pour 3 candidats parmi les 4 qui se présentent. Voilà, le vote est maintenant terminé. Nous allons voir apparaître les résultats sans tarder. Alors, je voudrais annoncer les résultats. 26 membres ont voté. Monsieur Perestrello a le plus grand nombre de voix, 18. 16 pour Monsieur Formentini de l'Italie, 12 pour Monsieur Franken et 9 voix pour Monsieur Berat Chankar. Bien, donc Monsieur Formentini, Monsieur Franken et Monsieur Perestrello ont été élus. Je voudrais les féliciter et remercier Monsieur Kankar de ses contributions précédentes aux travaux de cette commission.
Alors, nous attendons toujours le représentant Connolly. Oui, je ne sais pas si vous souhaitez interrompre le processus des élections. Si notre collègue Connolly veut bien, nous allons terminer le processus des élections. Le poste suivant concerne la sous-commission pour les relations transatlantiques. Le docteur Lammers n'est pas éligible pour être réélu et il a par ailleurs été élu à un autre poste. C'est pourquoi il y a un poste vacant qui concerne donc la présidence de cette sous-commission pour les relations transatlantiques. Lord Hamilton du Royaume-Uni a présenté sa candidature pour ce poste. Il n'y a pas d'autres candidats. Donc, nous allons procéder comme nous l'avons fait précédemment avec un seul candidat. Je vous propose d'élire Lord Hamilton comme président de la sous-commission pour les relations transatlantiques par acclamation. S'il n'y a pas d'objection, très bien. Alors, nous pouvons proclamer Lord Hamilton comme président de cette sous-commission. Il y a aussi le poste de vice-président de cette sous-commission et qui est également vacant puisque M. Chitak n'est pas éligible pour être réélu. Lydia Mouch du Luxembourg souhaite présenter sa candidature pour ce poste. Puisqu'il n'y a pas d'autres candidats, alors je voudrais à nouveau vous proposer d'élire Lydia Mouch par acclamation. Très bien. Donc, je déclare que Lydia Mouch a été élue comme vice-présidente de cette sous-commission. Je la félicite, ainsi que Lord Hamilton. Lord Hamilton, je ne sais pas si vous êtes présent, si vous souhaitez intervenir. Lord Hamilton n'est pas sur la liste, mais Madame Mouch souhaite intervenir. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Oui, donc je voudrais vous remercier de votre confiance en me confiant ce poste de vice-présidente de cette sous-commission. C'est un grand honneur pour moi et je suis très heureuse de pouvoir travailler avec Lord Hamilton dans un contexte post-Covid. Merci beaucoup. For that, thank you for your Merci de votre concision et merci à vous et à Lord Hamilton. Notre commission a aussi une vacance pour un siège au Conseil interparlementaire OTAN-Ukraine et c'est Oyars Kalnins. Il est à l'heure actuelle un suppléant, mais il est intéressé par un siège à part entière. Cela nous paraît tout à fait valable car Oyars est le coprésident de l'UNIC. Et on m'a dit aussi que Karl Lamers souhaiterait assumer le siège de suppléant. Donc, alors, je voudrais suggérer d'élire Oyars et Karl. Oyars en tant que membre à part entière et Karl en tant que suppléant auprès de ce Conseil interparlementaire OTAN-Ukraine. Est-ce qu'il y a des objections? Ce n'est pas le cas, donc je déclare Oyars et Karl élus, l'un comme membre à part entière de l'UNIC et Karl en tant que suppléant. Est-ce que nos collègues souhaitent intervenir? Cela ne semble pas être le cas.
Donc, nous poursuivons. Ah, Monsieur Oyars a demandé la parole. Désolée de vous avoir coupé la parole, Oyars. On ne vous voit pas, Oyars. Non, désolé, il est parti. Très bien. Alors, et puis maintenant, puisque les autres membres des bureaux des commissions et sous-commissions sont éligibles, serait-il approprié d'accepter que ceux qui ont demandé à être réélus soient élus par acclamation, comme on l'a fait à plusieurs reprises aujourd'hui? Y a-t-il des objections à réélire tous ces membres? S'il n'y a pas d'objection, eh bien, tous ceux qui posaient leur candidature à une réélection sont élus. Je les félicite tous. Et je félicite également tous ceux qui ont rejoint cette commission. Et il y a eu beaucoup de nouveaux venus. Donc, n'hésitez pas à vous présenter à cette commission. Ce sont là des responsabilités, mais ce sont aussi des opportunités d'expérience intéressantes. Alors maintenant, nous allons pouvoir reprendre le point 13. Nous allons nous pencher sur le rapport général. Monsieur Lamers a demandé la parole. Je voudrais m'exprimer au nom de nous tous pour vous féliciter, Lord Campbell, pour votre réélection à la présidence de notre commission. Vous faites un travail remarquable. Nous vous souhaitons bon courage et merci au nom de nous tous. Merci, c'est très généreux de votre part, docteur Lamers, et je vous en remercie. Pour moi, la présidence de cette commission est une grande responsabilité, sans doute une des plus grandes responsabilités que j'ai occupées dans ma longue carrière politique. Et j'espère que lorsque nous reviendrons à la vie normale, eh bien, j'aurai la possibilité de vous revoir en chair et en os. En effet, la camaraderie n'est pas là quand nous nous réunissons dans cette configuration, et cela vaut pour cette commission, mais également pour l'Assemblée dans son ensemble. Alors maintenant, je vais donner la parole au à notre ami américain, Gérald Connolly, qui est le rapporteur général et qui va nous présenter le projet de rapport général révisé intitulé La montée en puissance de la Chine, implications pour la sécurité mondiale et euro-atlantique. Alors, comme tout législateur qui se respecte, nous sommes souvent pris dans la tourmente de la tyrannie des votes. Nous ne vous voyons pas, Monsieur Connolly. Est-ce qu'on nous entend? Demande André Urs. Ah, je vous entends. Maintenant, nous vous voyons et nous vous entendons, Jerry. Vous voulez que je commence? Alors, nous allons parler du projet de rapport et nous passerons ensuite à la résolution.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Désolée d'être en retard à cause de la pandémie. Il y avait les votes prennent beaucoup de temps. Il y en avait 3. Et puis, j'avais des procurations pour un collègue, donc je devais les honorer. Alors, c'est un grand plaisir pour moi que de m'adresser à cette session annuelle. Mais bien sûr, c'est une réunion virtuelle à cause de la pandémie et c'est vraiment triste que nous ne puissions pas être à Athènes, le berceau de la démocratie. Toutefois, je suis fière que cette assemblée ait continué à renforcer le transatlantisme, même pendant ces circonstances extraordinaires. Je voudrais remercier l'Assemblée. Je voudrais exprimer ma gratitude pour votre persévérance et votre engagement. Et je crois que ça nous a permis de continuer à travailler. Alors, je voudrais présenter le rapport de la Commission politique sur la montée en puissance de la Chine et ses implications pour la sécurité euro-atlantique et la sécurité mondiale. Alors, la Chine a atteint le statut de superpuissance à une vitesse fulgurante. C'est une montée en puissance qui a menacé de bouleverser le paysage géopolitique. C'est quelque chose qui le bouleverse au XXIe siècle comme jamais. Pas seulement dans le voisinage de la Chine, mais mondialement. Le secrétaire général a dit que cette montée en puissance bouleverse fondamentalement l'équilibre mondial de puissance. C'est ce qu'a dit notre secrétaire général Jens Stoltenberg. Donc, ça n'est pas surprenant. La Chine est au programme du processus de réflexion OTAN 2030 que notre Assemblée suit de près. Le traitement de la pandémie par la Chine au début, de manière qui prête à controverse, n'a fait que accroître l'urgence d'avoir une stratégie transatlantique vis-à-vis de la Chine. Alors, à mes yeux, l'Alliance est à une croisée des chemins. Est-ce qu'on va se contenter d'observer et d'ignorer la menace potentielle de la Chine pour notre communauté démocratique ou est-ce qu'on va vraiment s'affirmer? Donc, je crois qu'il faut qu'on ait une stratégie conjointe de tous les pays euro-atlantiques. Nous devons aborder le défi de la montée en puissance de la Chine tout en protégeant nos valeurs et nos intérêts. En d'autres termes, les alliés devraient se préparer à s'affirmer de plus en plus par rapport à une Chine agressive en termes de puissance économique et militaire et également par rapport à ces avancées sur le plan de la technologie et de la culture également. Dans le contexte de la puissance militaire, j'ai révisé mon rapport pour mettre en exergue la transition remarquable de l'armée chinoise d'une armée archaïque à la force impressionnante qu'elle représente aujourd'hui. L'armée chinoise a la première marine au monde, d'après les estimations du Pentagone, et un arsenal nucléaire de plus en plus important. La Chine a des ambitions militaires extraordinaires, véritablement. L'armée chinoise a l'intention de se transformer en une armée de première classe d'ici à 2049 et met au défi les États-Unis et l'OTAN, ce faisant. Alors, le rapport comprend maintenant un chapitre important sur la stratégie de fusion civilo-militaire de la Chine. Elle intègre l'innovation civile et de défense. Cette stratégie est définie dans le cadre de vols de propriété intellectuelle occidentale, des transferts de technologies forcés et aussi des travaux de recherche avancée grâce à une collaboration internationale. Alors, toutes ces avancées sur le plan économique vont très loin. Donc, le rapport montre dans quelle mesure les investissements
investissements directs étrangers de la Chine s'étendent dans les pays de l'OTAN. On voit qu'ils ont mis de l'argent en Europe, en achetant des installations portuaires, etc. Donc, il y a aussi la technologie, intelligence artificielle, informatique quantique, robotique et infrastructure 5G. Une mise à jour de mon rapport analyse la manipulation numérique sophistiquée de la Chine et la propagande et la désinformation utilisée par Beijing. Mon rapport montre qu'en juin 2020, la Commission européenne, pour la première fois, a mis la Chine, tout comme la Russie, comme source de désinformation liée notamment dans ce cas à la pandémie de Covid-19. L'utilisation malveillante de la Chine de la technologie est également à trouver dans la surveillance au niveau national, le contrôle social, y compris à Hong Kong. D'ailleurs, l'attitude de la Chine à Hong Kong a été au détriment de la réputation de la Chine dans le monde libre. Mais la Chine a continué. La puissance douce de la Chine, elle, s'étend aux organisations internationales telles que le système des Nations Unies. L'OMS, au départ, a mis de côté Taïwan dans la réponse globale mondiale à la pandémie avec les encouragements de la Chine, alors que Taïwan a des mesures tout à fait novatrices pour supprimer la propagation de la pandémie. En outre, mon rapport offre un panorama des relations diplomatiques de la Chine avec les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et l'Inde. L'analyse inclut maintenant un nouveau chapitre sur les liens de la Chine avec le Japon, un partenaire de l'OTAN. Le rapport mis à jour regarde du côté également de l'Arctique et de la mer de Chine méridionale. La Chine se considère comme un quasi-État arctique. Donc, le fait que Beijing est plus loin du pôle Nord que Berlin, cet intérêt prête pour le moins à controverse. Le rapport résume l'engagement politique et militaire de l'OTAN avec la Chine et propose des recommandations pour voir comment de dialoguer. Et c'est vraiment ça sans précédent. Ça doit aller, ça va au-delà de la zone euro-atlantique. Comme l'OTAN s'est réinventé pour contrer les menaces de l'après-guerre froide, eh bien, l'OTAN aussi doit s'adapter à la montée en puissance de la Chine au XXIe siècle. Alors, comment faire? D'abord, pourquoi notre alliance devrait-elle agir sur la base de la déclaration de Londres? Comme vous le savez, la déclaration de Londres a pris note du fait que l'influence croissante de la Chine et les politiques internationales représentaient des opportunités, des défis que nous devions aborder ensemble en tant qu'alliance. Nous devons recalibrer nos documents stratégiques, par exemple le concept stratégique, ainsi que toutes ces priorités en matière de développement capacitaire, d'entraînement et de planification de défense. Donc, les alliés devraient travailler là-dessus. Alors, la posture maintenant de la Chine est telle que ça a du sens de revoir tous ces documents stratégiques. Et puis, les alliés devraient s'engager dans plus de partage d'informations et produire des évaluations de risques conjointes sur les activités de la Chine qui ont des impacts potentiels directs sur la sécurité de l'Alliance. Nous ne devrions pas s'attendre à ce que l'Alliance établisse une présence militaire dans la mer de Chine méridionale orientale, mais nous devrions nous soutenir les uns les autres dans le cadre d'une coalition de volontaires, dans des missions, des exercices qui pourraient assurer la liberté de navigation dans ces mers de Chine méridionale et orientale. Et nous devrions avoir un centre d'excellence dans la région Indo-Pacifique. Et puis, nous devrions renforcer nos liens avec nos partenaires tels que l'Union européenne. Il y a beaucoup de convergence
alliance transatlantique, sur notre perception du régime autoritaire de Beijing, les violations des droits de la personne humaine à Hong Kong et à Xinjiang, et aussi les velléités de conflits dans la région Indo-Pacifique. Un partenariat avec l'Union européenne permettrait de combler les vides dans les connaissances de l'OTAN, et tels que le contrôle de la technologie. Donc, il est impératif que nous travaillions avec nos partenaires tels que l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Et je pense que Joe Biden, notre nouveau président, va reprendre cette collaboration. Donc, je crois que l'OTAN doit reconnaître qu'il y a matière à dialoguer avec la Chine. Une confrontation n'est pas souhaitable, mais elle n'est pas évitable. Donc, notre dialogue militaire et politique a fourni une enceinte pour discuter de questions d'intérêt mutuel telles que la maîtrise des armements, la transparence militaire, la Corée du Sud. En outre, l'Alliance pourrait se concentrer sur la diplomatie publique pour l'opinion publique chinoise, pour que ce public chinois comprenne ce que l'Alliance représente. NATO must develop the capability. Le temps doit aller plus loin et le temps doit suivre les capacités pour pouvoir réagir, pour faire face aux menaces. D'après la déclaration de Londres, la Chine est désormais sur le radar et nous devons pouvoir agir conformément à cela. Il ne faut pas qu'on soit naïf par rapport aux défis présentés par ce pays. Monsieur le Président, chers collègues, merci de m'avoir écouté. Je me réjouis d'avance de vos questions et vos remarques. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques, des demandes de parole? Pourrais-je une fois de plus vous enjoindre à être concis et précis dans vos interventions? Nous devons également encore examiner la résolution et il serait vraiment dommage que nous passions tant de temps sur le rapport que nous n'ayons plus vraiment le temps de bien débattre de la résolution. Andrius, il y a bien des demandes? Oui, il y a 6 demandes de parole. En premier, nous avons Mimi Kandali de l'Albanie. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui, on vous entend et on vous voit. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord féliciter Lord Campbell, et saluer Lord Campbell et Jack Connolly. Et je dois aussi féliciter le président élu Joe Biden. Apparemment, c'est son anniversaire. Donc, je lui souhaite encore beaucoup de très beaux anniversaires à la Maison-Blanche. Donc, que dire? Je voulais faire un petit commentaire, en fait. Il me semble qu'il reste des possibilités de réflexion au sujet des liens entre l'OTAN et la Chine. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jerry a déjà dit et je tiens à le saluer pour son appui et puis pour son rapport surtout. Je pense qu'il est effectivement très important d'examiner le renforcement de la puissance et de l'influence chinoise dans les pays de l'OTAN et d'étudier la stratégie économique et diplomatique de la Chine, notamment face à des pays ou à des régions qui sont fragiles, qui sont peut-être de petits pays comme des pays des Balkans occidentaux ou d'autres pays OTAN qui peuvent être ou se retrouver sous pression face aux ressources financières chinoises, face aux stratégies chinoises qui ne sont absolument pas amicales. Je pense savoir ce dont je parle, puisque l'Albanie sort tout juste récemment d'une longue histoire communiste, dont des liens assez étroits avec la Chine. Et il peut être étrange de penser à un partenariat comme celui entre un grand pays comme la Chine et un petit pays comme l'Albanie, mais en fait, l'histoire
nous a maintes fois indiqué qu'il y a toutes sortes de partenariats, de relations, et parfois des pays sont démocratiques et parfois ils ne le sont pas. Donc, par exemple, nous étudions la stratégie de 5G de la Chine qui nous met tous sous pression. Et je pense qu'avec une stratégie bien définie, nous pourrons faire face à cette difficulté et ressortir de ces relations le meilleur, tout en gardant un œil sur ce que fait ce pays et les écarts en matière de démocratie. Nous avons beaucoup d'informations sur ce qui se passe là-bas et je suis sûr que ce que l'on perçoit n'est que le haut de l'iceberg par rapport à ce qui se passe en Chine. Et donc je pense que la Chine est tout à fait capable d'endommager la démocratie et d'être néfaste pour la démocratie. Merci beaucoup. Prochain intervenant, oui, c'est notre collègue de la Lettonie, Oyers. Ah, on ne vous entendait pas, Oyers, au départ. Si, maintenant, si. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, je vais essayer de jouer avec le volume. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, tout va bien, merci. Alors, je vais recommencer en félicitant tout d'abord Jerry pour sa réélection. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas besoin d'attendre que les voix soient recomptées. Non, je pense que là-bas, ils pèsent les votes. Oui, il faut que je vous dise que j'ai gagné par plus de 140 000 voix. Et malgré cela, mon adversaire refuse d'admettre qu'il a perdu. Écoutez, oui, c'est excellent. Bon, donc il y a beaucoup de choses très utiles et très intéressantes dans le rapport, avec des informations précieuses au sujet de la Chine. Mais je pense que ce que vous dites de plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une stratégie conjointe Amérique du Nord, Europe, pour faire face à la Chine. Vous évoquez bien tous les défis militaires, économiques et politiques aussi, mais pour pouvoir répondre à ces défis, les États-Unis, le Canada et l'Europe doivent mettre en commun leurs ressources et trouver des positions communes. Et je pense que c'est particulièrement vrai quand il s'agit des technologies de pointe que vous évoquez dans votre rapport. Il me semble que l'intelligence artificielle est en quelque sorte l'arme nucléaire du XXIe siècle. Et donc, quand nous avons constaté le changement apporté au monde par les armes nucléaires au dernier siècle, l'intelligence artificielle est très similaire. Les bienfaits sont potentiellement énormes, mais les effets néfastes aussi. Cela touchera à toutes les sphères économiques, politiques, diplomatiques. Et donc, je pense qu'il faut que l'on mette nos ressources en commun. Et je suis particulièrement satisfait de constater que vous avez évoqué la coopération entre l'OTAN et l'UE, qui d'ailleurs, je trouve, fonctionne bien. Et nous pouvons maintenant peut-être nous projeter vers une relation UE-États-Unis qui est réénergisée. Et donc, merci et nous attendons impatiemment tout ce que vous allez faire à l'avenir. Merci. Une fois de plus, j'aimerais rappeler aux collègues que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. La concision est toujours appréciée par le président. Qui est le prochain intervenant? Andrés? Allô? Il me semble que c'est Monsieur Formentini. Êtes-vous le prochain intervenant? Oui, merci. Je voudrais féliciter et remercier Jerry Connolly pour cet excellent projet de rapport auquel je souscris pleinement. Il a très bien exprimé la situation et la lutte pour défendre les institutions démocratiques et les libertés individuelles qui sont toujours menacées. Elles sont réellement visées par la dictature communiste chinoise. Il faut en être conscient et être prêt à réagir. L'Occident a pendant trop longtemps
décidé de rester muet face à la montée de la Chine et a ainsi permis à la Chine de s'introduire dans les organisations multilatérales, comme notamment l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la santé, où nous avons vraiment atteint le nadir avec le directeur actuel éthiopien, qui vient d'un pays qui est directement sous le joug économique de la Chine. Et donc, nous avons clairement vu que la gestion de la pandémie était tout à fait conforme aux positions chinoises et donc qui a endommagé la situation en Occident à cause de la pandémie et qui est désormais encore plus menacée puisque la Chine essaie désormais de faire son marché entre nos entreprises en difficulté. Donc, ne nous attardons plus là-dessus, mais longue vie à la démocratie et à l'Occident. Écoutez, c'est une bonne manière d'exprimer les choses. Restons unis et défendons la démocratie. Je suis prêt à lever mon verre pour cela. Ensuite, notre prochain intervenant. Mounir Satouri, que l'on n'entend ni ne voit pas pour l'instant. Mon tour de féliciter Lord Campbell pour son élection. Félicitations aussi pour son élection au sénateur Connelly. Je tiens, chers collègues, à dire que vous produisez ici une proposition de stratégie transatlantique envers la Chine assez équilibrée. J'ai toutefois quelques remarques à faire en tant que député européen, en tant qu'écologiste. Tout d'abord, je trouve bien que les États-Unis et l'Union européenne aient une relation privilégiée, quelque peu mise à mal ces dernières années, mais j'espère que ça va changer durant les mois et les années qui arrivent. Il est important de noter que si nos stratégies d'engagement envers la Chine doivent s'accorder en bonne intelligence, elles ne doivent pas forcément être identiques. Sur ce plan, la volonté d'émancipation européenne est tout à fait pertinente et ne remet pas en cause le bien fondé des relations euro-américaines. Vous soulignez, monsieur le sénateur Connelly, le fait que les dirigeants chinois ne partagent pas les valeurs et les fondements qui sont ceux de nos sociétés. Ils mettent à mal de manière massive les droits de l'homme en Chine, notamment envers les Ouïghours. Je soutiens entièrement vos propositions en ce sens, qui font écho à l'appel que mon Parlement a émis en juin 2020 pour que la communauté internationale travaille davantage de concert à faire avancer la Chine à respecter ses obligations en matière de respect des droits de l'homme. J'encourage d'ailleurs les membres de cette Assemblée à imiter nos alliés et parlementaires canadiens il y a quelques semaines qui ont reconnu le caractère génocidaire des persécutions subies par les Ouïghours. Je vous encourage également à exiger de nos sociétés occidentales qu'elles cessent de profiter de l'exploitation des Ouïghours en Chine. Sénateur Connelly, votre proposition de stratégie transatlantique envers la Chine est intéressante, mais je dois avouer ma surprise du fait qu'elle ne contienne aucune réflexion au changement climatique ou la protection de l'environnement. Je vous invite donc à amender cette stratégie pour inclure la constatation que la Chine détient un certain nombre de clés dans la lutte contre le changement climatique et contre la destruction de notre environnement, et que les membres de cette alliance doivent s'employer à trouver avec elle le chemin vers un modèle économique, écologique, climatiquement durable pour qu'elle respecte les limites de la planète. Nous nous réjouissons que le président élu démocrate Joe Biden promet de revenir dans les accords de Paris, mais le réchauffement climatique ne sera pas pour autant s'il n'inclut pas la Chine. Enfin, vous avez proposé d'inclure dans cette stratégie transatlantique une attention particulière pour les armes développées par la Chine, notamment les armes nucléaires. Vous proposez de réviser le concept stratégique de 2010 de l'Alliance à l'aune, je cite, de l'essor de la Chine. Si nous prenions réellement en compte les évolutions des arsenaux nucléaires, qu'ils soient chinois, américains, russes ou même français, le nouveau concept stratégique de l'OTAN devrait faire plein, bien plus grand cas du désarmement nucléaire mondial qui ne l'est pas actuellement. À ce sujet, je pense ne pas être le seul membre de cette Assemblée à être choqué des déclarations du secrétaire général de l'Alliance
dite il y a quelques jours, les armes nucléaires continuent de jouer un rôle vital, et ce alors même que leur interdiction deviendra effectivement en droit international interdite dès janvier. Mon Parlement, pour le moins, a réaffirmé son attachement au désarmement nucléaire dernièrement, et il me paraît essentiel que cette Assemblée s'emploie à exiger une plus grande ambition de la part des dirigeants de l'OTAN en matière de désarmement nucléaire pour des accords de désarmement des armes nucléaires incluant la Chine dans les différents États détenteurs. Je vous remercie. Okay, I think we have two. Je pense qu'il nous reste encore 2 intervenants, non 3 en fait, demandes de prise de parole. Alors, s'il y en a 3, vous avez 1 minute chacun, car nous devons vraiment terminer à l'heure et nous devons encore aborder la résolution. Donc, merci de vous discipliner. Donc, prochain intervenant est donc de la Grèce. Merci. Alors, comme cela est précisé dans le rapport du M. Connolly, la Chine est le pays le plus densément peuplé au monde, le pays le plus peuplé, est un acteur technologique majeur et la Chine devrait agir de façon responsable, mais quelles devraient être, quelles sont les mesures que doit prendre l'OTAN pour répondre aux défis posés par la Chine quand il s'agit de la sécurité transnationale? Est-ce que l'OTAN peut renforcer sa collaboration à des pays tels que le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et la Mongolie pour contrer la Chine et son influence à l'avenir? Merci beaucoup pour cet exemple de brièveté. Merci. Je donne maintenant la parole à Lord Anderson. Oui, nous vous voyons, Donald, et nous vous entendons également. Alors, j'aimerais féliciter Monsieur Connolly pour son rapport et qui nous sera très utile à l'avenir. Un commentaire, tout rapport, dès qu'il est publié, devient quasiment caduc, a du retard, car entre-temps, nous avons connu l'élection du président Biden qui aura des répercussions majeures dans la région. Et aussi, le 17 novembre de ce mois, nous avons eu le nouvel accord commercial qui a été signé, qui nous a rappelé que le président Trump s'est retiré du partenariat trans-pacifique et maintenant nous avons ce nouveau bloc commercial dominé par la Chine avec 15 pays et qui représente un tiers du PIB mondial, donc de ce partenariat régional économique global. Et nous devrons voir comment réagir à cette situation. Quelle sera la réponse de l'administration Biden au ce nouveau traité? Est-ce qu'ils vont essayer de ressusciter l'ancien traité transpacifique? Merci, Dormand. Et enfin, Monsieur Yildiz de la Turquie. Ahmed Yildiz de la Turquie. Ahmed, vous avez la parole à vous. Y a-t-il un peu d'activité? Est-ce que nous arrivons à avoir Ahmed en ligne ou pas? Alors peut-être que nous pouvons demander à Monsieur Yildiz de redemander la parole. Bon, je pense que nous en avons terminé après Monsieur Yildiz. Oui, Monsieur Yildiz redemande la parole. Donc a priori, cela devrait fonctionner dans quelques instants.
Désolé, visiblement, nous avons un problème technique. Monsieur Yildiz ne pourra pas intervenir. Désolé, dit le président. Peut-être que Monsieur Yildiz pourra intervenir par la suite. Donc voilà, Jerry, beaucoup de commentaires vous auront été adressés. Souhaitez-vous répondre? Oui, merci, Monsieur le Président. Et je vais essayer de répondre de façon synthétique. Monsieur Cédric de l'Union européenne a précisé de façon très utile cette question de l'environnement. Nous avons évoqué cela dans le document sur l'article il y a quelques années, mais effectivement, nous devons intégrer l'environnement dans les domaines de coopération avec la Chine et s'il n'y a pas d'objection à cela, nous allons ajouter des propos en ce sens dans le rapport, car je suis d'accord avec lui, nous ne pouvons pas nous atteler au changement climatique sans avoir la Chine mobilisée à nos côtés sur cet enjeu crucial. Donc, s'il n'y a pas d'objection, nous allons procéder à cette modification. Alors, quant à la question des partenariats et dans la région d'Asie du Sud-Est, notre rapport en parle. Nous disons qu'il faut renforcer ces relations eu égard à la montée en puissance de la Chine et d'où la proposition de la création de 5 centres qui puissent identifier, suivre les opportunités, les défis posés par la Chine et son émergence dans cette région. Alors, par rapport aux autres remarques, je vous en remercie pour ces propos. Je suis d'accord avec Lord Anderson pour dire que voilà, là, il s'agit d'une cible mouvante et si vous êtes d'accord, nous allons faire deux choses. Nous allons noter les dernières évolutions qui, en fait, illustrent à quel point ce nouveau partenariat régional économique représentant un tiers du PIB mondial crée un vide après que les États-Unis se soient retirés du partenariat Asie-Pacifique. Et la Chine est très volontariste dans ce domaine, dans la sphère économique, et même nous allons être plus explicite concernant la persécution des Ouïghours, même si nous notons bien les événements dans la province du Xinjiang, et j'ai bien noté ces deux aspects que nous allons intégrer à notre rapport. Donc, merci beaucoup. Alors, cela me rappelle en fait l'époque où j'ai rejoint l'Assemblée en 89. Le thème dominant à l'époque était la guerre froide et les positions à l'époque, comme le nom de la guerre froide le suggère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir dit le président. Donc, on parlait de la guerre froide à l'époque, car les positions étaient gelées. La différence entre 89 et 2020, c'est que les positions ne sont pas gelées aujourd'hui. Le changement est dans l'air et en permanence. Et ce qui fait que c'est très compliqué de rédiger des politiques dans ce type de circonstances, et encore plus pour ceux qui doivent écrire des rapports sur ces évolutions qui sont en pleine évolution et changent au jour le jour. Donc, merci pour vos remarques et je vous demande d'approuver le projet de rapport dont nous venons de parler et qui vous a été présenté par Monsieur Connolly, représentant du Congrès Connolly. Puis-je en conclure que le rapport est accepté? Donc, sauf avis contraire, je déclare que le rapport est adopté. Nous en venons maintenant, mesdames et messieurs, à la proposition de résolution. Si j'ai bien compris, il y a eu 8 projets d'amendements ont été proposés et ces 8 amendements sont tous acceptables pour la rapporteure. Et ça, c'est bien le cas, Jerry? Oui, Monsieur le Président,
Plusieurs amendements ont été proposés par la délégation française. Nous avons travaillé avec eux et nous sommes parvenus à un consensus sur la modification de la rédaction de ces amendements. Et nous avons aussi pu trouver un accord avec notre collègue norvégien sur la formulation d'un amendement, paragraphe 7, amendement 8. Donc, si cela peut vous convenir, Monsieur le Président, je vais intégrer ces amendements tels que nous avons pu les accepter et nous proposons de les accepter en bloc. Et vous êtes également engagé de refléter les commentaires qui ont été faits cet après-midi dans votre rapport. C'est bien cela? Oui, absolument. Donc, puisque le rapporteur propose d'accepter en bloc les amendements et qu'il propose aussi d'actualiser son rapport au vu des échanges d'aujourd'hui, puis-je à ce moment-là demander au comité de se prononcer sur la résolution? Dans ces conditions, y a-t-il des objections à ce que la résolution soit adoptée? Monsieur le Président, souhaitez-vous que nous nous prononcions, que nous votions sur cette résolution? Très bien, ou sinon nous pouvons procéder par acclamation. Je ne vois pas d'objection. Donc, j'en conclus que la résolution a été acceptée unanimement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Cranley. Donc, nous sommes arrivés au bout de nos travaux. Je ne pensais pas que nous allions arriver dans le temps qui nous a été imparti. Nous avons débordé hier soir, ce qui a provoqué un certain nombre de petits problèmes. Mais bon, j'espère que vous avez trouvé que ces 2 journées d'échange ont été intéressants, parfois alarmants, vu les questions auxquelles nous sommes confrontés. Et pour ceux d'entre vous qui participent pour la première fois aux travaux de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, j'espère que vous avez trouvé ces échanges aussi fascinants que je les trouve. Et j'espère que vous avez pu participer, comme vous le souhaitiez, aux activités de cette commission. Nous allons avoir au cours des 12 prochains mois une série de thèmes très intéressants à aborder. Nous avons une sélection de thèmes sur lesquels nous devons fournir des commentaires, faire des observations. Mais comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, pour répondre à M. Lamers, j'estime que la responsabilité qui est la mienne est une des fonctions les plus importantes que je dois assumer pendant ma carrière politique. Au revoir, arrivederci. Nous allons nous retrouver demain. La plénière se déroulera lundi. Donc, à défaut de pouvoir se voir de visu, en tout cas, nous allons retrouver virtuellement lundi. En tout cas, merci pour votre participation et je déclare cette réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN terminée, close. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Désolé, avant de partir, j'ai oublié de remercier nos interprètes pour leur travail, comme toujours. Et j'aimerais aussi remercier l'équipe de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Ça a été très difficile d'organiser cette session, mais vous avez pu constater que tout s'est bien déroulé. Et j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ce travail et qui ont permis à ce que ce travail se déroule de façon très efficace au cours de ces dernières journées. Ce n'était pas facile, mais nous avons pu faire de grandes choses ensemble et je pense que j'ai remercié tous ceux qui méritaient d'être remerciés, sauf si j'ai oublié quelqu'un, monsieur le directeur. Mais bien entendu, nous voulons remercier la délégation grecque. Alors évidemment, j'ai oublié de remercier notre directeur. Merci à tous.
Merci pour la deuxième fois. Donc, je lève la séance. Au revoir à tous. Et nous allons